Un milliardaire revient de vacances de luxe, main dans la main avec sa maîtresse, persuadé d'être intouchable. Mais à la maison l'attend une épouse qui connaît déjà tous ses secrets. Elle ne crie pas. Elle ne pleure pas. Au lieu de cela, avec le silence pour seule arme, elle commence à démolir tout ce qu'il croyait lui appartenir. N'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. La ville de Florence brillait comme un tableau, pleine de vieilles maisons en pierre, de lumière dorée, et de rues qui sentaient les fleurs et le pain. Le nom Harrington était partout. Les hôtels aux lustres scintillants, les vignobles aux raisins sucrés, les grands navires traversant les océans, tous portaient le nom de Charles Harrington. Les gens à Florence disaient qu'il était l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Il n'était pas seulement riche, mais aussi très intelligent. Dans son manoir se dressaient de hautes colonnes de marbre, des sols qui brillaient comme des miroirs et des murs couverts de cadres dorés. Mais dans ce monde de richesse, Charles Harrington avait un point faible, sa fille, Eleanor. Elle était son joyau. Eleanor n'était pas seulement belle, bien que tout le monde s'accordât à le dire. Elle avait des yeux bienveillants et un sourire qui pouvait apaiser même l'homme le plus en colère. Ses paroles étaient douces, son rire chaleureux. Tout le monde l'aimait, non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était humble. Elle se promenait parmi les enfants dans les rues, leur donnait des bonbons et écoutait leurs histoires comme si elle était l'une d'entre eux. Charles disait toujours, « Le monde peut me craindre, mais il aimera ma fille. » Eleanor grandit comme une princesse, pourtant elle ne fut jamais orgueilleuse ni cruelle. Et puis arriva Richard Evans. Richard n'était pas comme les hommes qui gravitaient habituellement autour d'Eleanor lors des fêtes. Ces hommes portaient des costumes brillants, des montres en or et parlaient d'une voix pleine de fierté. Richard venait d'origine modeste. Son père était instituteur, sa mère couturière. Il était intelligent, charmant et avait un feu dans les yeux. Quand Eleanor le rencontra pour la première fois lors d'un dîner de charité, elle remarqua qu'il ne regardait pas ses bijoux, mais droit dans ses yeux. Ce regard fit battre son cœur plus vite. Charles Harrington le vit aussi. Il étudia Richard attentivement. Il savait que le garçon voulait plus qu'une vie ordinaire. Mais quand Eleanor dit qu'elle l'aimait, Charles, bien qu'incertain, donna sa bénédiction. Il voulait le bonheur de sa fille. Ainsi, par un matin de printemps, les cloches sonnèrent à travers Florence. Le grand mariage emplit l'air de musique. Eleanor, vêtue de soie blanche, marcha sous des arches de fleurs, la main dans celle de Richard. Les gens de Florence applaudissaient dans les rues. Pour eux, c'était un conte de fées, la puissante héritière épousant le charmant jeune homme qui avait conquis son cœur. Charles donna à Richard non seulement la main de sa fille, mais aussi les clés de son empire. Les vignobles, les hôtels, les navires, tout était désormais à la portée de Richard. Les gens chuchotaient. Certains disaient que Richard avait de la chance. D'autres disaient qu'il était malin. D'autres encore disaient qu'il ne visait que la richesse. Mais Eleanor ignorait les murmures. Elle regardait Richard et voyait l'amour. Quand ses amis la taquinaient sur son ascension soudaine, elle secouait doucement la tête. « Il m'a épousé moi, pas ma fortune », disait-elle avec un sourire. Pendant des années, Richard joua bien le rôle du mari aimant. Il baisait la main d'Eleanor aux fêtes, lui murmurait des mots doux à l'oreille et lui disait quelle était la raison pour laquelle il respirait. Eleanor le croyait complètement. Pour elle, l'amour signifiait la loyauté. Mais derrière les lustres et les rires, quelque chose à l'intérieur de Richard commença à changer. Plus il goûtait au pouvoir, plus il devenait avide. Les applaudissements de la foule, l'éclat des bijoux, l'admiration des femmes, tout cela le grisait comme du vin. Lentement, l'amour cessa d'être son premier désir. Il en voulait plus. Un soir, Richard se tenait sur le balcon de leur manoir, contemplant la ville en contrebas. Eleanor vint à ses côtés, tenant 2 tasses de thé. Elle toucha doucement son bras et lui demanda si quelque chose le tourmentait. Richard sourit, prit le thé et dit qu'il était seulement fatigué. Mais ses yeux erraient, agités, comme s'il cherchait quelque chose au-delà du monde qu'il possédait déjà. L'histoire de leur mariage était encore belle pour Eleanor, mais des fissures commençaient à se former, des fissures qu'elle ne pouvait pas encore voir. Eleanor n'était pas seulement une épouse, mais aussi la plus grande supportrice de Richard. Elle croyait que son rôle était de l'aider à briller. Elle travaillait souvent sur des projets caritatifs pour la fondation Harrington, parlant avec bonté aux enfants des orphelinats,
serrant la main de vieux fermiers et apportant de la nourriture aux pauvres. Chaque fois qu'elle le faisait, les journaux faisaient l'éloge de Richard. Ils le qualifiaient de généreux, bien que ce fût Éléanore qui accomplissait discrètement le travail. Cela ne la dérangeait pas. Elle pensait, si je le fais paraître fort, alors les gens le respecteront. La nuit, quand Richard rentrait de longues réunions d'affaires, Éléanore l'attendait avec des repas chauds. Parfois, c'était des pâtes, parfois une soupe, parfois du poulet rôti aux herbes de leur jardin. Elle restait éveillée, peu importe l'heure, juste pour s'asseoir en face de lui et entendre sa voix. Le personnel de la villa l'adorait. Elle les saluait avec gentillesse, se souvenait de leurs anniversaires et les traitait comme de la famille. Ils chuchotaient souvent « Notre-Dame et de l'or pur ». Ses amis l'admiraient aussi. Au fait, elle ne portait jamais les bijoux les plus chers, même si elle les possédait. Au lieu de cela, elle portait des robes simples avec une élégance discrète. Il disait, Éléanore pourrait porter un simple fil et ressemblerait toujours à une reine. Richard semblait apprécier sa dévotion, du moins au début. En public, il lui tenait la main, l'embrassait sur la joue et jouait le rôle d'un mari attentionné. Mais ses yeux le trahissaient. Tandis qu'Éléanore riait avec ses amis, le regard de Richard dérivait souvent à travers la pièce, se posant sur des femmes admiratives, s'enivrant de leur attention. Éléanore ne remarqua jamais rien. Sa foi en lui était inébranlable. Quand des rumeurs parvinrent à ses oreilles, des bruits selon lesquels Richard était trop charmant avec d'autres femmes, elle le défendit avec ferveur. Il m'aime, disait-elle d'une voix ferme. Il ne me trahirait jamais. Ses amis se regardaient parfois, mais ne disaient rien. Il ne voulait pas la blesser. Richard devint de plus en plus agité. Il rentrait tard, portant l'odeur de parfum qu'Éléanore ne reconnaissait pas. Parfois, son sourire semblait forcé, son rire creux. Éléanore s'inquiétait, lui demandant doucement s'il n'allait pas bien. Il balayait ses inquiétudes d'un geste, disant que le travail était lourd. Elle acceptait ses paroles, lui faisant entièrement confiance. Elle croyait que l'amour était une foi sans preuve. Mais une foi sans preuve peut être dangereuse. Et la soif de luxe, de plaisir et d'admiration de Richard ne faisait que grandir. Un soir, Éléanore resta éveillée à l'attendre. L'horloge sonna minuit, puis 1 heure, puis 2 heures. Finalement, Richard entra dans le hall. Sa cravate était dénouée, ses yeux fatigués mais brillants étrangement. Éléanore sourit chaleureusement, se précipitant vers lui avec un plateau de nourriture. Il y toucha à peine, marmonnant qu'il était trop fatigué. Elle lui toucha doucement le visage et lui murmura qu'elle l'aimait. Il l'embrassa distraitement sur le front et monta à l'étage. Éléanore resta seule dans le hall, tenant le plateau. Elle se dit, il est fatigué. Demain ira mieux. Mais demain apporta plus de distance, plus de silence, plus d'ombre qu'Éléanore ne pouvait encore nommer. Ce fut lors d'un voyage à Paris que le destin de Richard prit un tournant dangereux. Il s'y était rendu pour une réunion d'affaires, du moins c'est ce qu'il avait dit à Éléanore. La ville lumière l'accueillit avec ses rues dorées, ses cafés animés et ses fêtes scintillantes. C'est à l'une de ces fêtes qu'il rencontra Isabella. Isabella était un mannequin. Elle était grande, avec des cheveux qui flottaient comme de la soie et des yeux qui pétillaient d'audace. Contrairement à la grâce tranquille d'Éléanore, Isabella se nourrissait de l'attention. Elle aimait les flashs des appareils photo, le tintement des verres et les voix qui l'appelaient. Quand elle entrait dans une pièce, les têtes se tournaient. Elle appréciait cela. Richard fut instantanément captivé. Elle riait bruyamment, lui touchait le bras comme s'ils se connaissaient depuis toujours et lui murmurait des choses qui faisaient affluer son sang. Pour lui, elle était une tempête, sauvage, dangereuse, exaltante. Les jours se transformèrent en nuit, et Richard trouva des excuses pour la revoir. D'abord, ce furent des dîners. Puis des promenades secrètes le long de la Seine. Bientôt, cela devint plus. Éléanore, de retour à Florence, commença à remarquer de petits changements. Richard revint de Paris avec un parfum cher qu'elle ne lui avait jamais acheté. Son téléphone vibrait souvent, et il s'éloignait pour répondre. Il la fixait parfois, mais ses yeux semblaient lointains, comme s'il voyait quelqu'un d'autre. Elle essaya de l'ignorer. Elle priait en silence pour que son amour revienne. Sa confiance était profonde, presque aveugle. Pendant ce temps, Richard et Isabella se rapprochaient. Il la couvrait de diamants, de robes et de promesses murmurées. Il lui disait des choses qu'il n'avait jamais osé dire à Éléanore. Il disait, un jour,
tu seras à mes côtés, pas elle. Le sourire d'Isabella devenait plus acéré chaque fois qu'il le disait. L'affaire dura des mois, cachée sous le prétexte de réunions d'affaires. Eleanor resta patiente, bien que son cœur tremblât la nuit. Elle regardait l'espace vide à côté d'elle dans le lit et se murmurait, « Il m'aime. Il reviendra. » Mais Richard ne pensait plus à revenir. Il planifiait quelque chose de plus grand, une escapade avec Isabella. Tard un soir, Eleanor passa devant son bureau. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle entendit sa voix, basse et avide, au téléphone. Il mentionna les Maldives. Il parla de villas de luxe, de mer turquoise, et murmura à Isabella que ce serait leur paradis. Eleanor resta figée dans le couloir. Son cœur se serra, mais son visage resta calme. Elle n'entra pas dans la pièce. Elle se détourna simplement, en silence. Plus tard dans la nuit, elle s'assit dans la bibliothèque, la lampe jetant une douce lueur sur son visage. Elle pensa à son père, Charles Harrington, l'homme qui avait bâti des empires non pas avec de la douceur, mais avec de l'acier. Elle se murmura, « La patience n'est pas une faiblesse. Le silence peut être une arme. » Un plan commença à prendre forme dans son cœur. Richard se croyait malin, cachant le paradis derrière des mensonges. Mais Eleanor était la fille de son père. Elle sourit faiblement, ses yeux calmes, et murmura dans la pièce silencieuse, « Laisse-le partir. Il ne retrouvera rien à son retour. » Le matin était radieux à Florence. Le manoir des Harrington brillait sous la lumière dorée du soleil qui filtrait par les hautes fenêtres. Les oiseaux chantaient dans le jardin et les fontaines murmuraient de leurs eaux cascadantes. À l'intérieur, Eleanor se tenait tranquillement près de l'escalier. Son mari, Richard, était prêt à partir. Sa valise, en cuir noir poli, était remplie de vêtements, de montres et de parfums. Il se tenait avec l'assurance d'un roi. Il avait un sourire aux lèvres, mais ce n'était pas le doux sourire qu'Eleanor avait connu. C'était le sourire d'un homme qui pensait avoir déjoué le monde entier. Il se pencha et posa délicatement ses lèvres sur son front. Il dit d'une voix aisée qu'il partait pour une conférence d'affaires de 3 semaines à Singapour. Ses mots roulaient comme des pierres lisses, polies et préparées. Le visage d'Eleanor ne trahit rien de ce qu'elle savait déjà. Elle lui offrit un faible sourire, doux mais indéchiffrable. Elle plaça même son passeport dans sa main, comme si elle croyait à son mensonge. Le cœur de Richard se gonfla de fierté. Il la pensait toujours aveugle, toujours l'épouse innocente qui ne le questionnait jamais. Il sortit du manoir d'un pas assuré, monta dans sa voiture noire et élégante et fut conduit à son jet privé. Eleanor resta derrière. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se dirigea calmement vers la bibliothèque, ses pas résonnant sur le sol en marbre. La bibliothèque sentait les vieux livres et le bois de santal. Elle s'arrêta devant le grand portrait de son père, Charles Harrington. Ses yeux peints semblaient la regarder, sévère et sage. Elle eut l'impression que le tableau lui-même lui demandait, « Que feras-tu, ma fille ?» Eleanor s'assit dans le fauteuil de velours, les mains sagement croisées sur ses genoux. Elle décrocha le téléphone sur le bureau. Ses doigts tremblèrent un instant, puis devinrent fermes. Elle composa un numéro qu'elle connaissait bien. Lorsque la ligne fut établie, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Elle dit à son père qu'elle avait besoin de le voir. Pendant ce temps, haut dans les nuages, Richard levait une coupe de champagne dans son jet. Isabella, vêtue de soie, se penchait contre lui, son rire résonnant comme des clochettes. Richard se sentait intouchable, convaincu d'avoir trompé sa femme. Son cœur battait au rythme de l'excitation de la trahison, tandis qu'Eleanor, assise en silence, préparait sa tempête silencieuse. Elle avait tout rassemblé. Ses appels tardifs, ses transferts cachés, ses messages imprudents. Chaque pièce était comme un clou dans le cercueil de son empire. Elle se murmura que le silence n'était pas une faiblesse, mais une arme. Richard croyait voler vers le paradis. Mais en vérité, il volait vers la ruine, et les mains calmes d'Eleanor façonnaient déjà son destin. Les Maldives accueillirent Richard et Isabella avec un ciel aussi bleu que des joyaux et des mers qui scintillaient comme du verre. Le sable blanc s'étendait à l'infini sous leurs pieds, et l'air portait le doux parfum des fleurs de l'océan. Des villas sur pilotis en bois se dressaient au-dessus de l'eau turquoise, chacune plus luxueuse que la précédente. Les yeux de Richard s'abreuvaient de cette beauté. Il avait l'impression de marcher dans un rêve. Il se murmura que c'était le paradis, et qu'il en était le dieu. Isabella enroula des foulards de soie dans ses cheveux,
les laissant flotter dans la brise. Elle rit tandis que Richard versait du champagne dans de hautes coupes de cristal. Ils étaient assis sur la terrasse de leur villa, l'eau sous eux grouillant de poissons argentés. Richard leva sa coupe bien haut, trinquant à sa propre intelligence. Il dit à Isabella qu'Eleanor était toujours à Florence, assise dans sa grande maison, ignorante et obéissante. Il dit à Isabella qu'elle remplacerait bientôt Eleanor, qu'elle deviendrait Madame Evans. Isabella sourit, ses lèvres se retroussant de satisfaction. Elle se pencha près de lui, murmurant des rêves de palais et de bijoux. De retour à Florence, Eleanor était assise en face de son père dans le domaine des Harrington. La pièce était lourde de silence. Le visage de Charles Harrington était calme, mais ses yeux brûlaient d'un feu intérieur. Eleanor étala les documents qu'elle avait rassemblés, transferts bancaires, reçus secrets, messages remplis de trahison. Elle parla lentement, avec soin. Elle lui dit que Richard avait trahi non seulement son amour, mais aussi sa confiance. Charles écouta sans l'interrompre, sa mâchoire se crispant à chaque mot. Quand elle eut fini, il se leva de sa chaise, sa haute stature projetant une longue ombre sur la pièce. Sa voix tonna, disant qu'il avait tout donné à Richard, et que Richard l'avait récompensé par la tromperie. Les larmes d'Eleanor brillèrent mais ne coulèrent pas. Elle dit à son père qu'elle était restée silencieuse jusqu'à ce qu'elle ait des preuves. La main de Charles trembla un instant avant de se refermer en un point. Il dit que la fortune sans loyauté n'était que poussière, et qu'il était temps que Richard apprenne cette vérité. Ensemble, père et fille commencèrent à planifier. Des avocats seraient appelés. Des auditeurs seraient convoqués. Des fiduciaires seraient réunis. Une par une, chaque pierre du château volé de Richard serait démantelée. Richard, pendant ce temps, riait sous le soleil des Maldives. Il baisait les mains d'Isabella, la couvrait de bijoux et lui promettait des mondes qu'il ne possédait plus. Chaque rire, chaque vantardise creusait sa tombe plus profondément. Les vagues murmuraient contre le rivage comme pour se moquer de lui. Il pensait se tenir au paradis. Mais un paradis construit sur des mensonges n'est que du sable, prêt à s'effondrer sous le poids de la vérité. Charles Harrington n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas seulement riche, mais aussi tranchant comme une lame. Son empire avait été bâti non pas avec de la douceur, mais avec une stratégie impitoyable. Il avait vaincu des rivaux, écrasé des ennemis et transformé la poussière en or. Maintenant, en apprenant la trahison de Richard, ces mêmes instincts brûlaient à nouveau en lui. Sa voix fit trembler les murs alors qu'il tenait qu'il avait accueilli Richard comme un fils, lui avait confié l'œuvre de sa vie, pour n'être récompensé que par la traîtrise. Sa fureur n'était pas sauvage mais froide, le genre de fureur qui détruit sans pitié. Eleanor était assise tranquillement, ses yeux pleins de douleur mais fermes. Elle fit glisser sur la table les piles de papier qu'elle avait soigneusement rassemblées. Chacun racontait une histoire. L'argent que Richard déplaçait secrètement, les cadeaux qu'il achetait pour Isabella, les mensonges qu'il racontait. Eleanor dit doucement qu'elle avait observé et attendu, restant silencieuse jusqu'à ce qu'elle puisse apporter des preuves. Charles posa sa main sur la sienne. Un instant, le magnate impitoyable disparut, et seul un père resta. Il lui dit qu'elle avait bien fait. Mais alors ses yeux se durcirent à nouveau. Il dit que Richard avait vénéré la richesse plus que l'amour, et que maintenant cette richesse lui serait retirée, pièce par pièce. Les jours suivants furent remplis d'agitation. Des avocats arrivèrent au domaine des Harrington avec de lourds dossiers. Des auditeurs s'étalèrent sur les tables, découvrant des comptes secrets que Richard pensait cachés. Des fiduciaires signèrent des papiers pour récupérer des propriétés, prendre le contrôle, fermer des portes. Eleanor se déplaçait parmi eux tranquillement, sa présence douce mais puissante. Elle était le cœur calme de la tempête, la guidant de ses mains douces. Elle ne criait pas, elle ne se mettait pas en rage. Elle agissait, tout simplement. Loin de là, aux Maldives, Richard et Isabella étaient toujours aveugles. Ils riaient sous des couchers de soleil doré, buvaient du vin sous les étoiles et chuchotaient sur des avenirs qui ne viendraient jamais. Isabella parlait d'acheter un château en France, de vendre la villa Toscane, de porter les bijoux qu'Eleanor avait portés. Richard hochait la tête avec empressement, gonflé d'arrogance. Mais à Florence, l'empire qu'il croyait lui appartenir était démantelé pièce par pièce. Les salles de conseil où il se pavanait autrefois murmuraient désormais son nom avec méfiance. Les comptes qu'il pensait sûrs étaient déjà gelés. Les propriétés qu'il croyait siennes étaient discrètement restituées au contrôle des Harrington. Le chagrin d'Eleanor s'était transformé en acier.
Chaque document qu'elle signait n'était pas seulement une affaire, mais une justice. Richard levait un verre sous la lune des Maldives, se croyant le roi du monde. Mais en vérité, il était déjà un mendiant déguisé. La fortune qu'il vénérait lui glissait entre les doigts comme de l'eau, guidée par les mains de la femme qu'il avait sous-estimée. Et à Florence, Charles Harrington se tenait à nouveau droit, sa fureur devenue un feu tranquille, ses yeux fixés sur la récupération de tout ce qu'il avait donné. Il murmura à Eleanor que Richard apprendrait bientôt le coup de la trahison des Harrington. Eleanor, le visage calme et résolu, répondit en murmurant que le silence serait sa plus grande arme. Florence était une ville qui aimait la beauté, mais elle aimait encore plus les murmures. Les nouvelles y voyageaient vite, plus vite que le fleuve qui la traversait. Et les ragots étaient comme le feu, il ne leur fallait qu'une étincelle pour embraser la ville. Quand Richard disparut pour son voyage d'affaires, les gens commencèrent à le remarquer. Au début, ce n'était que des bavardages. Il était parti trop longtemps. Il avait manqué un dîner de charité. Il avait manqué une réunion d'affaires. Puis quelqu'un chuchota qu'il avait été vu aux Maldives, et pas seul. Une mystérieuse brune était à ses côtés. À la 2e semaine, les chuchotements s'étaient transformés en voix. Les gens en parlaient dans les cafés, les salons de coiffure et aux grandes tables de dîner. Les journaux flairèrent l'histoire et les reporters commencèrent à rôder. Les photographes affûtèrent leurs objectifs, avides de preuves. Eleanor traversa tout cela avec grâce. Elle assistait toujours au gala. Elle souriait toujours lors des événements caritatifs. Elle prononçait encore des discours où elle parlait doucement d'espoir et de gentillesse. Mais à l'intérieur, elle guidait la tempête. Lors de dîners discrets, elle se penchait vers un invité de confiance et disait quelque chose de doux, juste assez pour laisser grandir le soupçon. Lors d'un vernissage, elle laissa un reporter surprendre un soupir soigneusement choisi. Elle ne mentait pas. Elle n'accusait pas. Elle laissait seulement les gens s'interroger. Et bientôt, des photographies arrivèrent. Les journaux les imprimèrent en gros titres. Richard, chemise ouverte sous le soleil, debout à côté d'Isabella dans un minuscule bikini. Ils riaient, se tenaient la main, buvaient du champagne. Leur visage brillait de la confiance insensée de ceux qui croient le monde aveugle. Florence n'était pas aveugle. Florence regardait. Les titres criaient à chaque coin de rue. Le paradis secret du milliardaire. La trahison de l'ange de Florence. L'héritière abandonnée. Le téléphone d'Eleanor vibrait jour et nuit. Des amis envoyaient des messages de sympathie. Des inconnus envoyaient des fleurs. La société murmurait qu'elle était l'ange trahi. La femme trop bonne, trop gentille, trop loyale pour un tel homme. Elle les remerciait tous poliment, ne montrant jamais de colère, jamais d'amertume. Elle paraissait calme, son visage rayonnant d'une force tranquille. Plus elle restait silencieuse, plus les gens l'aimaient. Son père, Charles Harrington, observait d'un œil vif. Il savait exactement ce qu'elle faisait. En ne disant rien, elle disait tout. Pendant ce temps, loin aux Maldives, Richard ne savait rien de tout cela. Il était trop occupé à poser pour des photographies qu'il pensait que personne ne verrait. Il était trop occupé à siroter du vin sous les étoiles, à rire avec Isabella. Son empire, chez lui, tremblait, mais il n'entendait rien de la tempête. Il pensait que le silence signifiait la sécurité. Mais le silence d'Eleanor était sa chute. Les nuits aux Maldives étaient comme du velours. Les étoiles se déversaient dans le ciel comme des diamants et la mer murmurait contre le rivage. Isabella était allongée sur des draps de soie, ses longs cheveux tombant sur ses épaules. Elle souriait en rêvant à voix haute de l'avenir qu'elle désirait. Elle dit à Richard qu'elle marcherait bientôt dans les rues de Florence en tant que son épouse. Elle s'imaginait portant les bijoux d'Eleanor, conduisant les voitures d'Eleanor, vivant dans la villa d'Eleanor. Elle voulait des fêtes où tout le monde la regarderait, voulait que les photographes se battent pour son sourire. Richard rit, lui versant un autre verre de champagne. Il lui dit qu'Eleanor était douce, trop douce pour lui résister. Il dit qu'Eleanor accepterait tout ce qu'il exigerait. Sa voix était pleine d'arrogance, comme si le monde entier était déjà dans sa poche. Isabella gloussa, le croyant. Elle aimait l'éclat des diamants à ses doigts. Elle aimait le parfum qu'il lui achetait. Elle aimait la façon dont il lui promettait des palais avec des mots insouciants. Mais au fond d'elle, elle voulait plus que son affection. Elle voulait l'empire. Elle voulait le nom Harrington. Elle le regarda et pensa, cet homme est stupide.
Il ne voit pas que je veux la couronne plus que je ne veux son amour. De retour à Florence, Éléanore et Charles travaillaient en silence. Des avocats signaient des documents pour récupérer des hôtels que Richard croyait siens. Des fiduciaires apposaient des tampons sur des papiers, ramenant les vignobles sous le contrôle des Harrington. Des banquiers gelaient des comptes que Richard croyait intouchables. Éléanore se déplaçait avec grâce parmi eux, son visage calme mais son cœur d'acier. Elle préparait tranquillement ses papiers de divorce, s'assurant que chaque détail était parfait. L'esprit vif de son père la guidait, mais sa propre détermination l'alimentait. Elle pensait parfois à Isabella, non pas avec jalousie mais avec pitié. Isabella croyait construire un château, mais elle ne faisait que rêver à l'intérieur d'une maison qui s'effondrait. Le fantasme grandissait dans l'esprit d'Isabella. Elle se voyait comme la nouvelle reine de Florence, éblouissante dans des robes de soie, ruisselantes de diamants. Mais la vérité était simple, elle dansait sur des ruines. L'arrogance de Richard l'aveuglait. Il pensait que son empire était en sécurité. Il pensait que le silence d'Éléanore signifiait la reddition. Mais le silence, entre les mains d'Éléanore Harrington, était plus tranchant que n'importe quelle lame. 3 semaines passèrent. Les Maldives avaient donné à Richard tout ce qu'il voulait. Le soleil, le vin, le rire d'Isabella, l'illusion du pouvoir. Sa peau était plus foncée, son sourire suffisant. Il se sentait plus grand, plus fort, invincible. Quand la porte du jet se ferma et que les moteurs rugirent, Richard se pencha en arrière sur son siège, sa main reposant paresseusement sur le genou d'Isabella. Elle se pencha contre lui, rêvant de Florence, de photographes attendant à l'aéroport, de flashs qui captureraient son arrivée. Elle s'imaginait entrer dans la ville non pas comme une étrangère, mais comme sa nouvelle reine. Richard murmura qu'Éléanore n'oserait jamais l'affronter. Il la croyait trop douce, trop loyale, trop effrayée pour se battre. Isabella ronronna de plaisir, goûtant déjà à la victoire qu'elle croyait sienne. Les jets s'élevèrent dans le ciel, laissant le paradis derrière eux. Aucun d'eux ne savait qu'ils laissaient plus que le paradis, ils laissaient derrière eux chaque parcelle de pouvoir que Richard avait autrefois détenue. De retour à Florence, Éléanore était assise dans le bureau de son père. Des papiers étaient soigneusement empilés sur le bureau. Chacun était signé. Chacun portait un poids plus lourd que l'or. Elle les tenait dans ses mains, son expression calme mais ferme. C'étaient les clés de l'Empire, des clés que Richard ne possédait plus. Son père se tenait à ses côtés, ses yeux brillants d'une fierté tranquille. Il lui dit que le travail était fait. Les comptes de Richard étaient vides. Ses propriétés récupérées. Son nom déjà effacé des salles de conseil qu'il avait autrefois commandées. Éléanore ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête. Elle dit à son père qu'elle était prête pour le retour de Richard. Lorsque le jet de Richard toucha le sol italien, il descendit les marches avec Isabella à ses côtés. Sa poitrine était bombée de fierté, ses yeux scintillant d'arrogance. Il s'attendait à des caméras. Il s'attendait à des reporters. Il s'attendait à ce que Florence s'incline encore devant lui. Mais l'aéroport était calme. Il n'y avait pas de flash, pas de journalistes criant son nom. Seulement le son vide des roues roulant sur le tarmac. Les talons d'Isabella claquèrent alors qu'elle descendait, ses lèvres retroussées dans une moue déçue. Elle s'attendait à des applaudissements, mais la ville lui avait déjà tourné le dos. Richard ne remarqua rien. Il était trop imbu de lui-même, trop aveuglé par ses mensonges. Il croyait que l'Empire était toujours à lui. Il croyait qu'Éléanore attendait toujours avec patience. Il ne savait pas que les clés dans sa poche ouvriraient des coffres-forts vides, que son nom dans les salles de conseil avait déjà été effacé, que son trône s'était déjà effondré. Florence ne l'accueillit pas en roi. Florence l'observait depuis l'ombre, chuchotant derrière des portes closes. L'ange trahi était déjà aimé. Le mari arrogant était déjà condamné. Et tandis que Richard souriait, entrant dans la ville qu'il pensait encore gouverner, Éléanore était assise calmement chez elle, tenant entre ses mains le pouvoir silencieux de tout ce qu'il venait de perdre. Les roues de la voiture remontèrent la longue allée du manoir Harrington. Les grandes grilles s'ouvrirent lentement, mais quelque chose semblait différent. L'air était plus froid. Le jardin, bien que fleuri de roses, paraissait immobile et silencieux, comme si même les fleurs attendaient quelque chose. Richard sortit le premier, grand et confiant. Sa peau bronzée brillait, son costume était impeccablement repassé. Il regarda le manoir comme un roi retournant à son palais. Isabella le suivit, ses talons claquant sur les marches de marbre. Elle se tenait comme une reine déjà couronnée.
Mais le manoir ne les accueillit pas. Le personnel ne se précipita pas avec des sourires comme auparavant. Ils se tenaient à distance, s'inclinant légèrement mais avec des yeux froids. Leurs salutations furent brèves, leur voix basse. Richard fronça les sourcils, confus. Dans le grand hall, Eleanor était assise tranquillement dans un fauteuil près du large escalier. Elle portait une robe vert foncé, simple mais royale. Sa posture était droite, ses mains croisées sur ses genoux. La lumière du soleil des hautes fenêtres tombait sur son visage, la rendant calme et pourtant intouchable. Elle regarda Richard et Isabella sans se lever. Sa voix était douce quand elle parla, mais elle glaça la pièce. Bon retour à la maison. Le sourire de Richard s'élargit sur son visage, large et confiant. Il se dirigea vers elle les bras ouverts, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Elle ne bougea pas. Elle resta immobile, ses yeux vifs comme du verre. Richard rit maladroitement et tourna son charme vers Isabella, comme pour montrer que tout allait bien. Mais le sourire narquois d'Isabella s'effaça rapidement quand Eleanor tendit à Richard une épaisse enveloppe. Il l'ouvrit nonchalamment au début, mais ses yeux s'écarquillèrent en parcourant les pages à l'intérieur. C'étaient des documents juridiques, des papiers de saisie d'actifs, des documents le démettant des conseils d'administration, des lettres gelant ses comptes. Son sourire s'effaça. Ses doigts se mirent à trembler en tournant chaque page. Eleanor se leva lentement de sa chaise. Ses pas étaient gracieux, presque flottants. Elle lui dit d'une voix douce comme de la soie qu'il l'avait trahi non seulement elle, mais aussi son père. Chaque hôtel, chaque vignoble, chaque navire, tout ce qu'il pensait posséder, était la propriété des Harrington, pas la sienne. Et maintenant, tout était parti. La poitrine de Richard se serra. Il chancela, fixant le hall de marbre qui avait été sa fierté. Il chercha ses mots, mais aucun ne vint. Isabella halta, réalisant que le rêve qu'elle s'était imaginé s'effondrait sous ses yeux. Les derniers mots d'Eleanor frappèrent comme le tonnerre, « Sans Harrington, tu n'es rien ». Isabella était entrée dans le manoir avec fierté, mais elle en sortit avec peur. Dès le lendemain, les journaux de Florence explosèrent avec ses photographies. Elle était partout, prenant un bain de soleil aux Maldives, trinquant avec Richard, riant dans son maillot de bain. Les gros titres criaient à la trahison. Eleanor, cependant, apparut dans des interviews, calme et gracieuse. Elle ne mentionna pas le nom d'Isabella. Elle n'éleva pas la voix. Elle parla simplement de dignité, de loyauté, de trahison sans donner de détails. Et le monde l'aima pour cela. La société méprisait maintenant Isabella. Les invitations dont elle avait autrefois rêvé n'arrivèrent jamais. Les créateurs annulèrent les contrats. Les sponsors disparurent. Les photographes qui la pourchassaient autrefois l'évitaient maintenant, la qualifiant de poison. Richard essaya de la consoler, mais sa propre richesse lui glissait des mains. Il n'avait rien à lui offrir, sauf des promesses vides. Isabella lui cria dessus de rage. Elle jeta ses bijoux par terre et hurla qu'il lui avait tout promis. Richard resta silencieux, les yeux sombres de désespoir. Eleanor, pendant ce temps, était assise à son bureau, finalisant ses papiers de divorce. Elle déplaçait son stylo calmement, sa main ferme. Elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Elle écrivait seulement avec résolution. Florence chuchotait qu'Eleanor était l'ange trahi, tandis que Richard était un imbécile et Isabella un serpent. Eleanor n'eut pas à les combattre. La société elle-même avait choisi son camp. Le fantasme d'Isabella avait disparu. Elle n'était plus une étoile montante. Elle était une ombre moquée et méprisée. Elle avait misé sur un homme qui n'avait jamais possédé sa fortune, et elle avait tout perdu. Eleanor les avait détruits tous les deux, non pas avec des cris, non pas avec de la colère, mais avec le silence. Le soleil du matin inondait le siège de Harrington Enterprises. Ses hautes tours de verre scintillaient, symbole de pouvoir à travers l'Europe. Richard entra d'un pas rapide, le visage rouge de colère. Il exigea son bureau, son autorité, son respect. Mais les choses avaient changé. Des agents de sécurité lui barrèrent le chemin. Leurs expressions étaient fermes, leurs bras croisés. Richard leur cria dessus, sa voix résonnant dans le hall de marbre. Mais les gardes ne bougèrent pas. Dans la salle du conseil, à l'étage, Eleanor et Charles Harrington étaient assis à la tête d'une longue table polie. Autour d'eux, les dirigeants chuchotaient tranquillement, les yeux sur les documents devant eux. Eleanor portait un tailleur bleu marine, ses cheveux attachés en arrière. Elle avait l'air calme, posée,
intouchable. La voix de Charles emplit la pièce de force. Il déclara que Richard ne faisait plus partie de l'entreprise. Sa trahison lui avait tout coûté. Les portes s'ouvrirent et Richard fit irruption, la voix tremblante de rage. Il cria qu'il ne pouvait pas l'effacer. Il pointa du doigt Éléanore, la traitant d'ingrate, de faible. Mais les yeux d'Éléanore se fixèrent sur les siens. Sa voix était calme mais tranchante. Elle lui rappela que son père avait bâti l'empire et qu'elle lui avait fait confiance. Il avait échangé cette confiance contre une maîtresse. Maintenant, il n'était plus qu'un invité. Les dirigeants baissèrent les yeux. Pas un seul homme ne se tint aux côtés de Richard. Le silence de la pièce elle-même le condamnait. Il attrapa sa carte d'accès, désespéré de prouver son pouvoir. Mais quand il la passa, la lumière clignota en rouge. La porte ne s'ouvrit pas. Son bureau avait disparu. Sa plaque nominative avait déjà été retirée du mur. Isabella se tenait à l'extérieur du bâtiment, les bras croisés, essayant de paraître forte. Mais les photographes l'assaillirent, les flashs capturant son humiliation. Ils lui criaient des questions auxquelles elle ne pouvait répondre, riaient de l'histoire de sa chute. La poitrine de Richard brûlait de fureur, mais il ne restait plus rien pour quoi se battre. Son empire avait été récupéré, non pas volé, mais rendu à ses mains légitimes. Éléanore avait gagné, tranquillement et complètement. Florence se nourrissait de scandales, et la disgrâce de Richard devint le festin préféré de la ville. Partout où les gens se rassemblaient, ils chuchotaient son nom. Ils riaient des photographies, de la trahison, de la maîtresse. Ils le qualifiaient de stupide, d'arrogant, d'aveugle. Les invitations cessèrent d'arriver. Les fêtes lui fermèrent leurs portes. Les créanciers frappèrent à ses grilles. De vieux amis détournèrent le visage. Richard, autrefois accueilli partout, était maintenant seul. Éléanore, en revanche, s'épanouissait. Elle apparaissait au gala, éblouissante dans des robes qui semblaient briller sous les lumières. Elle parlait doucement avec les enfants lors d'événements caritatifs, souriait avec de vieux amis et se comportait avec une dignité tranquille. La société admirait sa résilience, chuchotant qu'elle était plus forte que n'importe quelle reine. Les photographes la suivaient, pas lui. Les journaux l'appelaient l'ange de Florence, la femme qui avait transformé la trahison en grâce. Chaque fois qu'elle apparaissait, les applaudissements suivaient. Isabella, autrefois admirée comme mannequin, devint une plaisanterie. Les gens l'appelaient la maîtresse qui avait ruiné un milliardaire. Son nom provoquait le rire, pas l'admiration. Elle cachait son visage, évitant les caméras, sachant qu'elle n'était plus désirée. Un jour, Richard était assis dans un petit café, mal rasé et fatigué. Il fixait le journal étalé devant lui. Le visage d'Éléanore souriait en première page, ses yeux brillants d'espoir. En dessous, en plus petits caractères, le titre se moquait à nouveau de lui. Sa poitrine se serra en lisant les mots, réalisant que le monde avait choisi son héros, et que ce n'était pas lui. Il leva sa tasse de café avec des mains tremblantes, mais le goût était amer. Il regarda autour de lui dans le café. Autrefois, les gens se seraient levés pour le saluer, auraient incliné la tête. Maintenant, ils chuchotaient derrière leur tasse, le montrant du doigt avec pitié. Richard réalisa alors qu'Éléanore ne l'avait pas détruit avec colère. Elle avait seulement montré la vérité, et le monde l'avait jugé coupable. La femme qui l'avait trahi se tenait maintenant plus haut que jamais, tandis qu'il s'enfonçait plus bas à chaque souffle. Richard se réveilla tôt. Il était fatigué mais agité, la tête lourde de nuit blanche. Il avait besoin d'argent. Il se rendit dans le bureau du petit appartement où il logeait désormais. Le bureau en bois poli était bien plus petit que le grand bureau du manoir Harrington, mais c'était tout ce qu'il avait. Il s'assit, sortit ses cartes bancaires et ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts tapèrent rapidement. Il s'imaginait voir ses millions l'attendre, prêt à apaiser son inquiétude. Il entra son mot de passe et attendit. Mais l'écran clignota en rouge. Le message indiquait que son compte était gelé. Sa mâchoire se crispa. Il essaya une autre carte. Encore une fois, elle fut refusée. Il en essaya une troisième, son cœur s'accélérant à chaque fois. Refusé. Chaque compte, bloqué. Il cria sur l'écran, frappant du poing sur le bureau. Sa voix résonna dans la petite pièce, mais personne ne répondit. Il appela sa banque, la voix tremblante de colère. Le banquier parla poliment mais fermement.
Tous les comptes étaient sous enquête, gelés sur ordre des fiduciaires Harrington. Richard laissa tomber le téléphone, les mains tremblantes. Son empire avait disparu, mais maintenant même sa fortune personnelle était bloquée. Il n'avait rien. Il se précipita au garage, déterminé à conduire l'une de ses voitures pour se changer les idées. Mais quand il tourna la clé, la voiture ne démarra pas. Un homme en uniforme s'approcha et expliqua que la voiture n'était plus la sienne. Elle était enregistrée sous le contrôle des Harrington. Richard cria, demandant ce qu'il était censé conduire. L'homme s'inclina seulement légèrement et s'éloigna, laissant Richard seul à côté d'une voiture qui ne lui appartenait plus. À l'intérieur de l'appartement, Isabella lui cria dessus. Elle agita son sac à main vide devant son visage. Elle hurla qu'il lui avait promis des richesses, des robes et des villas. Elle demanda où étaient ses diamants, où était passé son style de vie. Richard la fixa, le visage pâle, les mains faibles. Il murmura que tout avait été pris, tout avait été gelé. Les yeux d'Isabella se plissèrent de fureur. Elle cria plus fort, sa voix tranchante comme des couteaux, l'accusant de mentir. Richard frappa du poing sur la table, hurlant que cela aurait dû être à lui. Sa voix se brisa. Ses yeux se remplirent de larmes, mais Isabella ne s'adoucit pas. Elle rit amèrement, disant qu'il n'était pas un roi mais un mendiant habillé de soie. Pendant ce temps, à travers Florence, Eleanor entrait gracieusement dans un hôpital pour enfants. Elle portait des cadeaux dans ses mains, souriant aux jeunes patients. Elle s'assit avec eux, écouta leurs histoires et fit don de millions pour construire de nouvelles ailes pour leurs soins. Les photographes la suivaient, capturant ses yeux bienveillants, ses mains douces. Les journaux l'appelaient l'ange Harrington. Elle était dépeinte comme un symbole d'espoir. Et tandis que sa lumière grandissait, l'ombre de Richard s'épaississait. Il avait choisi les diamants, mais il s'était transformé en poussière. Il avait choisi une maîtresse, mais elle ne lui avait apporté que la moquerie. Et tandis qu'Eleanor souriait au monde, Richard s'enfonçait davantage dans le désespoir. Les cris dans l'appartement empiraient chaque jour. Isabella ne ronronnait plus de mots doux. Elle crachait de la colère à la place. Elle fit ses valises de créateur, jetant ses vêtements dedans avec des mains furieuses. Richard la supplia de rester. Il promit qu'il se reconstruirait, promit qu'il se relèverait. Mais Isabella rit, sa voix froide. Elle dit qu'elle n'avait pas signé pour la pauvreté. Elle dit que sans la fortune des Harrington, il n'était qu'un homme désespéré. Richard tomba à genoux, lui attrapant les mains, la suppliant de ne pas partir. Elle se dégagea, ses yeux vifs de dégoût. Elle lui dit qu'elle avait perdu assez de temps avec un homme qui ne pouvait même pas payer son champagne. Elle claqua la porte derrière elle, ses talons claquant comme des coups de feu dans le couloir. Richard courut à la fenêtre, la regardant monter dans une voiture qui attendait. Elle ne se retourna pas. Quelques jours plus tard, les paparazzi la capturèrent à Monaco, souriant au bras d'un autre homme riche. Les gros titres se moquèrent de Richard, le qualifiant de milliardaire abandonné. Seul dans l'appartement, Richard se noya dans l'alcool. Les bouteilles s'alignaient sur la table, leur contenu disparu, leur vide se moquant de lui. Il fixait le plafond, hanté par le visage d'Eleanor, par son silence, par sa force. Pendant ce temps, Eleanor se déplaçait à travers Florence avec grâce. Elle assistait à des galas de charité, éblouissante dans ses robes. Elle serrait la main de dirigeants mondiaux, son père à ses côtés, sa présence radieuse. Elle ne prononça jamais le nom de Richard. Elle ne regarda jamais en arrière. Son silence était son arme, plus tranchante que les mots. Le monde l'admirait. Le nom de Richard devint une plaisanterie. La trahison d'Isabella fut son humiliation finale. Eleanor avait gagné, non pas avec colère, non pas avec vengeance, mais avec une dignité tranquille. Le matin était gris quand la lettre arriva. Richard ouvrit la porte, les yeux rouges d'une autre nuit blanche. L'enveloppe était lourde dans sa main. Il savait déjà ce qu'elle contenait, mais ses doigts tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce. La signature d'Eleanor se trouvait en bas, calme et ferme. Son écriture était gracieuse, inébranlable. Les papiers détaillaient sa séparation complète de la fortune des Harrington. Il partirait avec rien d'autre que ses effets personnels. Les mains de Richard tremblèrent en lisant. Les mots se brouillèrent à travers ses larmes. Il se souvint du rire d'Eleanor à leur début, de la façon dont elle l'attendait la nuit avec des repas chauds, de la façon dont elle le défendait quand les autres doutaient. Il se souvint de sa confiance,
de sa loyauté, de son amour. Et maintenant, tout était parti, effacé par de l'encre sur du papier. Il laissa tomber le stylo, incapable de signer. Sa poitrine se serra de regret. Il avait échangé la seule femme qu'il aimait vraiment contre des plaisirs vides. Il murmura son nom dans le silence, mais personne ne répondit. De l'autre côté de la ville, Eleanor était assise dans le bureau d'un avocat. Elle portait un tailleur de couleur crème, sa posture droite, son visage calme. Elle dit à ses avocats de finaliser les choses. Sa voix était douce mais ferme. Elle n'était pas brisée. Elle était libre. Florence applaudit son courage. Les journaux l'appelèrent l'héroïne qui refusait la trahison. Les femmes de toute la ville chuchotaient son nom avec admiration. Richard essaya de l'appeler. Il essaya tous les numéros qu'il connaissait, mais chacun était bloqué. Elle lui avait complètement fermé la porte. Leur histoire se termina non pas avec des cris, mais avec le silence. Pour Eleanor, le divorce n'était pas une faiblesse. C'était une libération. Pour Richard, c'était la preuve finale qu'il n'était plus un mari, plus un milliardaire, plus rien d'autre qu'une fable édifiante. Le manoir Harrington se dressait, grand et lumineux, ses fenêtres brillant d'une lumière dorée. C'était autrefois la fierté de Richard, autrefois son royaume. C'était maintenant le sanctuaire d'Eleanor. Un soir, Richard s'approcha des grilles. Son costume était usé, ses chaussures éraflées. Son visage était pâle, ses yeux creux. Il se tenait à l'extérieur, fixant les fenêtres illuminées. Il se souvint des rires qui remplissaient autrefois les couloirs, de la chaleur du sourire d'Eleanor, des dîners, des danses, des nuits de promesses murmurées. Il supplia les gardes de le laisser entrer. Il dit qu'il voulait seulement lui parler, seulement un mot. Les gardes secouèrent la tête, fermes mais polis. La maison ne lui appartenait plus. À l'intérieur, Eleanor était assise près de la cheminée. Les flammes brillaient chaleureusement, se reflétant dans ses yeux calmes. Elle sirotait lentement du thé, le livre entre ses mains ouvert à une page tranquille. Elle entendit le faible bruit de voix à l'extérieur mais ne bougea pas. Elle savait que Richard était là, mais elle ne ressentit rien. Les gardes revinrent, disant à Richard de partir. Il cria son nom dans la nuit. Il implora le pardon, sa voix se brisant. Mais les fenêtres restèrent fermées, les portes restèrent verrouillées. Eleanor ne vint jamais à la fenêtre, ne répondit jamais à ses cris. Les voisins qui passaient se chuchotaient des choses. Ils reconnurent l'homme brisé devant les grilles. Ils dirent que c'était Richard Evans, le milliardaire déchu. Certains secouèrent la tête avec pitié. D'autres sourirent narquoisement de sa chute. Finalement, les gardes l'escortèrent au loin. Richard marcha dans les rues sombres, les épaules courbées, les yeux mouillés de larmes. Il avait autrefois régné depuis un palais de marbre, mais maintenant il errait comme un fantôme. À l'intérieur du manoir, Eleanor tourna calmement la page de son livre. Elle ne ressentit ni colère, ni joie, seulement la paix. La maison était à nouveau la sienne. Elle était remplie non pas de trahison, mais de sa force. L'histoire de Richard s'était terminée à ses grilles. Il n'appartenait plus au monde des lustres et des salles dorées. Le silence d'Eleanor avait parlé plus fort que n'importe quel cri. Le palais de marbre qu'il avait autrefois gouverné n'était plus son royaume. C'était son sanctuaire. La ville de Florence ne semblait plus la même à Richard. Les rues qui avaient autrefois acclamé son arrivée se détournaient maintenant à son passage. Les hôtels où il séjournait autrefois lui refusaient le crédit. Les restaurants qui le suppliaient autrefois de venir secouaient la tête quand il entrait. Il portait maintenant des costumes bon marché. Ils étaient froissés et fins, achetés avec les dernières pièces qu'il avait réussi à rassembler. Les paparazzi le surprenaient errant dans les rues, leurs flashs crépitant comme des éclairs, mais non par respect, par moquerie. Les gros titres riaient de sa chute, le qualifiant de fantôme d'un milliardaire. Ses créanciers le cernaient comme des loups. Il voulait être payé, mais il ne lui restait rien. Ils prirent le peu qu'il avait, des montres, des tableaux, des meubles. Pièce par pièce, son ancienne vie lui fut arrachée. Un soir, Richard était assis au bord du fleuve. L'eau coulait lentement, reflétant les lumières de la ville. Il se souvint des nuits où lui et Eleanor s'y étaient promenés, sa main dans la sienne, son rire comme des clochettes. Il se souvint des promesses qu'il lui avait murmurées sous la lune. Maintenant, la seule voix qu'il entendait était le bruit de l'eau, et elle se moquait de lui par son calme. Il porta une bouteille de vin à ses lèvres,
buvant abondamment. Le goût était amer, la brûlure âpre. Il murmura le nom d'Eleanor, mais la nuit ne répondit pas. Il pensa aussi à Isabella, à son rire cruel alors qu'elle s'éloignait, son sourire maintenant réservé à d'autres hommes. Pendant ce temps, Eleanor se tenait à un grand gala. Elle portait une robe dorée, ses cheveux flottant comme de la soie. Les lumières captaient chacun de ses mouvements, la faisant briller. Elle souriait gentiment aux invités, parlait doucement avec les enfants, serrait la main des dirigeants. Elle était l'ange de Florence, le symbole de la résilience. Richard, brisé et oublié, voyait son visage dans chaque journal, chaque magazine. Chaque photographie d'elle était une lame dans sa poitrine. Il réalisa qu'elle n'avait jamais parlé contre lui. Elle n'avait jamais élevé la voix, jamais cherché à se venger. Elle l'avait détruit par le silence. Le monde avait choisi son héros, et ce n'était pas lui. Une nuit, Richard ne put plus supporter le poids. Il s'assit à un petit bureau en bois dans son appartement bon marché. La lampe vacillait faiblement, la pièce sentait l'air vicié. Ses mains tremblaient alors qu'il prenait un stylo. Il commença à écrire une lettre. Ses mots trébuchèrent au début, mais bientôt ils coulèrent comme la pluie. Il écrivit qu'il avait trahi Eleanor, qu'il avait échangé l'amour contre la vanité, la confiance contre les mensonges. Il avoua que la cupidité l'avait aveuglé, qu'il avait détruit la seule femme qui croyait vraiment en lui. Des larmes tombèrent sur le papier, maculant l'encre. Il écrivit qu'il ne demandait pas à être à nouveau son mari, seulement qu'elle lui pardonne en tant qu'homme. Il plia la lettre avec soin, la plaça dans une enveloppe et l'envoya le lendemain matin. Les jours passèrent. Il attendit avec un espoir tremblant. Il vérifia sa boîte aux lettres encore et encore, priant pour une réponse. Au domaine des Harrington, Eleanor reçut la lettre. Elle s'assit à son bureau, l'ouvrant lentement. Elle lut ces mots, ses yeux brillant un instant. Pendant un battement de cœur, la douleur des vieux souvenirs la toucha. Elle vit le Richard qu'elle avait autrefois aimé dans ces lignes. Mais ensuite, elle plia la lettre calmement. Elle la plaça dans un tiroir sans un mot. Elle ne lui devait aucune réponse. Son silence était sa réponse. Charles Harrington entra dans la pièce et vit son sourire tranquille. Il demanda doucement ce qui avait été écrit. Eleanor secoua seulement la tête et dit « Il est sorti de ma vie, père ». La lettre fut retournée à Richard quelques jours plus tard, non ouverte, avec un tampon en travers, destinataire refuse la réponse. Richard la tint dans ses mains et s'effondra. Il pleura comme un enfant, serrant le papier contre sa poitrine. Il réalisa qu'Eleanor ne le détestait pas. Elle l'avait effacé. Il ne restait rien de Richard Evans, sauf le regret. Le nom d'Isabella, autrefois scintillant dans les gros titres, s'évanouit dans le néant. De nouveaux scandales éclatèrent à Florence, et elle fut mise de côté comme de la poussière. Elle dériva de ville en ville, s'accrochant à des hommes riches, mais aucun ne la garda. À chaque fois, son charme diminuait, sa renommée se réduisait. Richard lisait les journaux à potins et voyait son nom de moins en moins souvent. Parfois, elle apparaissait brièvement, photographiée à une fête, mais toujours avec un autre homme, toujours dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Finalement, elle disparut complètement. Il s'asseyait dans les cafés, fixant les journaux. Il pensait à la façon dont il avait cru qu'Isabella était son avenir. Il pensait aux nuits aux Maldives où il lui murmurait des promesses sous les étoiles. Maintenant, elle était partie, rien de plus qu'une ombre dans sa mémoire. Eleanor, pendant ce temps, s'élevait plus haut. Sa fondation s'associa à des œuvres de bienfaisance internationale. Des écoles furent construites en son nom, des hôpitaux portaient sa générosité, des orphelinats étaient remplis de ses soins. Les enfants bénissaient son nom, l'appelant leur ange. Des photographies d'elle remplissaient les magazines. On la voyait debout avec des enfants en Afrique, coupant des rubans dans des hôpitaux en Europe, parlant avec des dirigeants en Amérique. Elle n'était plus seulement le joyau de Florence, elle devenait celui du monde. Richard voyait son visage partout. Chaque image était à la fois belle et douloureuse. Elle était radieuse, respectée, éternelle. Il avait autrefois tenu sa main, et maintenant elle était hors de sa portée pour toujours. Il avait tout misé sur Isabella, et Isabella était oubliée. Eleanor, la femme qu'il avait trahie, était immortalisée. La ville se moquait de Richard à chaque coin de rue. Les panneaux publicitaires qui portaient autrefois son visage affichaient maintenant les campagnes de charité d'Eleanor. Les cafés qui le servaient autrefois avec honneur le servaient maintenant avec pitié.
Il s'asseyait seul à des tables où il avait autrefois été entouré d'admirateurs. Partout où il regardait, il voyait des souvenirs. L'opéra où Éléanore avait ri à ses côtés. Le jardin de la villa où elle lui avait cuisiné tard le soir. La salle de bal où ils avaient dansé. Chaque lieu était un fantôme, le hantant de rappel de ce qu'il avait perdu. La nuit, il restait éveillé dans son petit lit. Il rêvait du rire d'Éléanore, de ses yeux doux, de son contact. Mais chaque fois qu'il se réveillait, il ne voyait que le plafond fissuré au-dessus de lui. Il murmurait son nom dans l'obscurité, mais le silence l'écrasait. Il essaya de se reconstruire, d'investir dans de petites entreprises, mais personne ne lui faisait confiance. Son nom était un poison. Les banques le rejetaient. Les investisseurs riaient. Les partenaires refusaient. Son procès ne se tenait pas dans les tribunaux, mais dans sa propre mémoire. Chaque pensée le punissait. Chaque souvenir était une chaîne. Le silence d'Éléanore le hantait plus que ses mots n'auraient jamais pu le faire. Pendant ce temps, Éléanore allait de l'avant. Elle riait avec des amis lors de dîners, ses yeux pétillants de joie. Elle marchait bras dessus bras dessous avec son père, fière de son nouveau rôle. Elle n'était pas brisée par la trahison, elle en était renouvelée. Richard devint une histoire que les gens chuchotaient à leurs enfants. Ils disaient qu'il était l'homme qui avait tout perdu en poursuivant la vanité. Son nom était prononcé non pas avec respect, mais comme un avertissement. Il n'était plus un homme de pouvoir, plus un mari, plus un milliardaire. Il était une ombre vivant à l'intérieur de sa propre punition. Le tribunal de la mémoire n'avait ni juge, ni jury. Seulement le poids du regret. Et Richard le porta pour toujours. Le studio de télévision était froid et lumineux. Les lumières éclairaient le visage de Richard, faisant briller la sueur sur son front. Des caméras étaient braquées sur lui de tous les angles. Derrière la vitre, les producteurs chuchotaient et secouaient la tête. Il savait que les gens qui regardaient à la maison n'étaient pas là pour lui pardonner, ils étaient là pour le voir tomber. Richard était assis, raide sur sa chaise. Son costume était usé, le col lâche, mais c'était le meilleur qui lui restait. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Il s'éclaircit la gorge et commença à parler. Sa voix se cassa au début. Il dit au monde qu'il avait trahi sa femme. Il dit qu'Éléanore était loyale, gentille et douce, et qu'il lui avait manqué. Il admit que la cupidité l'avait aveuglé, que la vanité l'avait ruiné. Ses yeux se remplirent de larmes. Il implora le pardon. Pas seulement d'Éléanore, mais de Florence, de la société, de quiconque se souvenait encore de lui. Il baissa la tête, ses mots trébuchants, ses larmes coulant. Mais à travers la ville, les gens qui regardaient ne s'adoucirent pas. Dans les cafés, les téléspectateurs secouaient la tête. Dans les maisons, les familles marmonnaient qu'il était trop tard. Les journaux du lendemain furent impitoyables. Les gros titres disaient « Les larmes d'un milliardaire déchu » et « Trop tard pour les regrets ». Éléanore vit un bref extrait de l'interview alors qu'elle était assise dans son bureau. Elle regarda Richard pleurer, le regarda avouer. Son visage resta calme. Elle prit la télécommande et éteignit la télévision. Elle dit tranquillement à son père que son repentir lui appartenait à lui, pas à elle. Charles hocha la tête. Il admira sa retenue. Le monde l'admira aussi. Florence chuchota qu'Éléanore était sage de rester silencieuse. Son silence était plus puissant que ses pleurs. Richard avait pensé que l'interview le sauverait. Au lieu de cela, elle approfondit sa honte. Ses excuses devinrent les ragots d'hier, tandis que la dignité d'Éléanore se renforçait chaque jour. Le domaine des Harrington brillait sous la lumière du matin. Charles Harrington était assis avec sa fille dans le jardin, les roses se balançant doucement dans la brise. Son visage, autrefois féroce de colère, s'adoucissait maintenant de fierté. Il dit à Éléanore qu'il était temps. Il avait bâti son empire de ses propres mains, mené chaque bataille, écrasé chaque rival. Mais maintenant il était vieux, et c'était à son tour de diriger. Il annonça sa retraite, lui disant que l'empire était à elle. Éléanore le regarda tranquillement, ses yeux brillants d'émotion. Elle ne vit pas le pouvoir dans ce cadeau. Elle y vit la responsabilité. Elle lui promit qu'elle n'utiliserait pas l'empire pour la vengeance, mais pour le bien. Elle le ferait grandir, le protégerait et honorerait son nom. Charles posa sa main sur son épaule. Ses yeux brillaient de fierté. Il lui dit qu'elle avait rendu justice sans amertume, et que c'était là la vraie force.
la nouvelle de la retraite de Charles se répandit dans Florence. Les gros titres déclarèrent Eleanor nouvelle dirigeante de Harrington Enterprises. Les investisseurs applaudirent. Le peuple se réjouit. Ils dirent que l'Empire était en sécurité entre ses mains. Richard apprit la nouvelle alors qu'il était assis dans un petit café. Son cœur se serra. Il avait autrefois prétendu diriger cet empire. Il avait autrefois parcouru ses couloirs comme s'il les possédait. Maintenant, il était officiellement à elle. Il laissa son café intact, sortant en titubant dans la rue. Il se dirigea vers le haut siège en verre de Harrington Enterprises. Il se tint à l'extérieur, fixant les portes. Les flashs crépitèrent, mais pas pour lui. Les reporters se pressaient autour d'Eleanor alors qu'elle entrait, son visage calme, son sourire radieux. Il l'appela par son nom, mais personne n'entendit. La foule ne s'intéressait qu'à elle. Il se tenait à l'extérieur comme une ombre, ignorée et oubliée. L'héritage de Charles n'était pas passé à lui, mais à Eleanor. L'Empire avait toujours été à elle, il ne lui avait été qu'emprunté pour un temps. Et il l'avait jeté. La nuit était pluvieuse, les rues mouillées et brillantes sous les lampadaires. Eleanor sortit d'un gala, sa robe scintillante, son chauffeur tenant un parapluie au-dessus d'elle. Les flashs crépitèrent, les invités inclinèrent respectueusement la tête. De l'ombre, Richard apparut. Son costume était usé, son visage pâle, ses cheveux humides de pluie. Il s'avança, les yeux creux, les lèvres tremblantes. Il l'appela doucement, presque dans un murmure. Elle tourna légèrement la tête, son visage calme mais indéchiffrable. Il la supplia de l'écouter, la supplia pour un simple mot. Sa voix se cassa de désespoir. Il lui dit qu'il savait qu'il ne méritait pas le pardon, mais qu'il avait besoin de parler. Il avait besoin qu'elle sache qu'il regrettait tout. Il implora une dernière chance d'être entendu. Eleanor l'étudia tranquillement. Pendant un long moment, le monde sembla s'arrêter. La pluie tombait doucement sur le trottoir, les lumières vacillaient dans les flaques, les appareils photo cliquetaient à distance. Sa voix était douce, mais chaque mot tranchait plus profondément qu'une lame. Elle lui dit qu'elle lui avait donné des années d'amour, des années de loyauté, des années de confiance. Et en retour, il lui avait donné des mensonges. Elle dit qu'il n'y avait plus rien à dire. Le chauffeur ouvrit la portière de la voiture. Richard tendit la main désespérément, mais la sécurité s'interposa, le repoussant. Eleanor glissa dans la voiture avec grâce. Elle lui jeta un dernier regard à travers la vitre, non pas avec colère, non pas avec amour, mais avec finalité. La voiture s'éloigna, ses feux s'estompant dans la nuit. Richard s'effondra sur le trottoir mouillé, ses genoux heurtant le sol, ses sanglots perdus dans la pluie. Ce fut la dernière fois que leurs yeux se croisèrent. Son silence fut sa réponse finale. Son histoire, autrefois grande et dorée, se termina dans la pluie froide. Les années passèrent. Eleanor prospéra. Sous sa direction, Harrington Enterprises devint plus grande que jamais. De nouveaux hôtels scintillaient sur tous les continents. De nouveaux vignobles fleurissaient. Des navires naviguaient fièrement sous le nom Harrington. Ses œuvres de charité touchèrent des vies dans le monde entier. Des écoles portaient son nom. Des hôpitaux arboraient son symbole. Des enfants bénissaient sa mémoire. Florence la salua comme un symbole de force, une femme qui avait transformé la trahison en héritage. Richard, cependant, s'évanouit dans le néant. Son nom n'était plus dans les gros titres, plus sur les lèvres. Il vivait dans un modeste appartement, faisant des petits boulots pour survivre. Il marchait dans les rues, méconnu. Personne ne s'inclinait, personne n'admirait, personne ne s'en souciait. Isabella était oubliée depuis longtemps. Son nom n'existait que dans de vieux journaux, son visage effacé de la mémoire. Richard pensait parfois à elle, mais même cela n'apportait que de l'amertume. La ville ne se souvenait de lui que par des chuchotements. Les parents racontaient à leurs enfants la fable édifiante de l'homme qui avait tout perdu en poursuivant la vanité. Ils l'appelaient le milliardaire oublié, l'ombre de Florence. Un après-midi, Richard passa devant un kiosque à journaux. Il vit le visage d'Eleanor en couverture d'un magazine, radieuse dans une robe élégante, ses yeux brillants de joie. Il tendit la main pour toucher l'image, mais ses mains tremblèrent et le papier lui glissa des doigts. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il s'éloignait. Eleanor ne prononça plus jamais son nom. Pour elle, il était déjà parti. Son silence était éternel, sa victoire complète.
Richard vécut le reste de sa vie effacé, un fantôme parmi les étrangers. Son empire avait disparu, son amour avait disparu, sa fierté avait disparu. Seul le regret restait. Le destin du milliardaire oublié était scellé. Je suis ravi que vous soyez arrivé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions savoir quelles leçons vous avez tirées de cette histoire. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.